Bonjour à tous, ravi de vous retrouver sur Public Sénat. La semaine dernière, le Parlement a définitivement adopté une proposition de loi relative aux taxis et aux VTC, les véhicules de transport avec chauffeur. Une proposition de loi dont l'auteur est le désormais très célèbre Thomas Thévenoud. Alors ce texte est plutôt favorable aux taxis puisqu'il va empêcher tout VTC, tout véhicule de transport avec chauffeur, d'être géolocalisé par smartphone. En revanche, une des mesures très litigieuses présentes en première lecture à l'Assemblée nationale a été atténuée. En première lecture, l'Assemblée nationale avait décidé que les VTC devaient revenir à leur base de départ entre deux courses et cela de façon obligatoire. L'amendement a ensuite été allégé lors de la deuxième lecture par le Sénat au mois de juillet dernier. Le Sénat qui a estimé que les VTC pouvaient enchaîner deux courses s'ils ont déjà une réservation. Tout de suite donc, retour à cette première lecture au Sénat, c'était au mois de juillet dernier. Article 3, un amendement numéro 15 présenté par Madame Cohen. Oui, merci Madame la Présidente. Les chauffeurs de taxi qui subissent la location ne sont ni des artisans au sens du décret du 10 juin 1983, ni des travailleurs indépendants au sens des réglementations en vigueur, ni des salariés, sauf à faire requalifier leur contrat par la juridiction compétente, ce qui a été nombre de fois le cas. Notons, mes chers collègues, que cette condition de surexploitation avait été abolie, d'ailleurs, il faut le noter, par le Front populaire en 1936 et reconduite par la droite dans les années 70, sans doute pour réduire le périmètre du droit au travail et augmenter le profit de quelques-uns. L'extension de l'établissement de contrats de location, 6 000 à Paris, a contribué à déséquilibrer la structure de ce secteur économique. Ainsi ont été supprimés les chauffeurs de relais qui sortent les véhicules pendant les périodes de repos hebdomadaires, congés annuels et autres temps d'absence des chauffeurs. Des milliers d'emplois ont ainsi disparu au cours des dernières décennies et cela se répercute négativement sur la qualité du service rendu aux usagers et la sécurité de tous. Structurellement, la continuité du service rendu ne peut pas être assurée avec le système de la location et cela se ressent particulièrement dans la capitale et sa banlieue. Les VTC se sont engouffrés d'ailleurs dans cette faille structurelle. Compte tenu de ce que je viens de dire, l'abolition de la location nous convient, d'autant que c'était un combat qu'avait mené notre groupe par la voix de Nicole Borvo-Cohen-Seat dès 1998. Mais nous pensons que le système de locataires gérants ne résout pas le problème que je viens d'évoquer. Il continue à vouloir nier le lien de subordination qui existe entre les loueurs et les locataires. Rappelons également que le locataire gérant comme le locataire ne sont ni propriétaires de leur outil de travail, en l'occurrence leur véhicule, ni titulaires de la licence de taxi. De plus, le locataire gérant, contrairement au locataire actuel, ne serait pas couvert par rapport à un éventuel accident du travail du fait de son affiliation au régime social des indépendants. C'est d'ailleurs pourquoi nous déposons cet amendement et il est par ailleurs indispensable que l'actuelle convention collective soit renégociée pour la rendre plus attractive et protectrice pour les chauffeurs salariés. Je vous remercie. Merci Madame la sénatrice. Pour la commission, avis de Monsieur le rapporteur. Oui, ma chère collègue, la proposition de loi vise en effet à privilégier les chauffeurs de taxi en mettant fin aux situations injustes et sources de précarité. C'est pour cela que toutes les nouvelles licences qui seront délivrées à partir de la promulgation de la loi, les titulaires ne pourront plus les exploiter du tout en location, que ce soit la location simple ou la location gérance. Ils ne pourront plus que l'exploiter directement ou en recourant au salariat. Vous proposez avec votre amendement d'aller plus loin encore, puisque vous préconisez que toutes les licences déjà délivrées et exploitées sous le statut de la location ne soient plus exploitées du tout en location, y compris la location gérance, ce que prévoit pourtant le texte. Je crois que cet amendement va un peu trop loin dans la circonstance où nous sommes actuellement. Il risquerait de déséquilibrer toute une profession qui d'ailleurs était demandeuse d'un étalement dans le temps de la suppression de la location.
C'est ce qu'ils nous ont dit lorsque nous les avons rencontrés. Maintenant, la location-gérance correspond au régime général d'exploitation des fonds de commerce par un tiers indépendant et permet à leurs bénéficiaires d'être davantage protégés. Grâce à ce statut, les chauffeurs de taxi pourront être représentés au sein des organisations professionnelles de taxi et auront droit à l'indemnisation chômage. C'est d'ailleurs ce statut de locataire gérant qui est privilégié partout en France, à l'exception de Paris. Enfin, un délai supplémentaire a été adopté à l'Assemblée nationale pour permettre à la profession de s'organiser. Le délai, c'est 2017, fin 2017. Pour toutes ces raisons, même si je comprends votre démarche, pour toutes ces raisons, la commission a donné un avis défavorable pour cet amendement, à moins que vous décidiez de le retirer. Merci, monsieur le rapporteur. Avis du gouvernement, madame la ministre. En complément des arguments développés par monsieur le rapporteur, rappeler que l'activité de locataire taxi est très différente de celle de salarié taxi. L'activité de locataire taxi est majoritairement exercée par des conducteurs qui espèrent gagner plus d'indépendance en accédant à une ADS. Pour ces derniers, la proposition de loi prévoit deux mesures fortes. Le passage au statut de la location-gérance, qui leur permettra de devenir artisans, comme cela a été développé avec tous les avantages, et donc d'atténuer la subordination avec le loueur, et l'accès prioritaire aux nouvelles ADS taxis qui peuvent actuellement être attribuées à des spéculateurs qui ne cherchent pas à exercer le métier. Dans ces conditions, imposer à des conducteurs ayant choisi l'indépendance, en fait, devoir y renoncer, je pense que la mesure qui part en effet d'une intention louable aurait un effet pervers qui serait quand même assez regrettable. Donc je pense qu'il serait plutôt nécessaire de retirer et à défaut, ce sera un avis défavorable du gouvernement. Merci, madame la ministre. Monsieur Desessard, pour une explication de vote. Madame la présidente, j'ai beaucoup apprécié les propos du rapporteur qui nous a bien précisé qu'avec les nouvelles licences, il ne pourra plus y avoir de location-gérance. Ce sera obligatoirement celui ou celle qui a la licence qui devra conduire le taxi. Et on parle maintenant des licences existantes, c'est-à-dire les compagnies qui ont acheté des licences, ont acheté la voiture, voilà, 4 500 €. Peu importe le nombre de courses, peu importe le nombre d'heures travaillées, mais nous, on l'a loué. On loue la voiture et la licence qui, au départ, devait être gratuit, c'est-à-dire le droit de travailler, bon, voilà, 4 500 par mois. Alors, et on comprend le texte, il dit non, ça on ne veut plus du locataire, hein, du taxi locataire. Et on fait ce que vous appelez la location-gérance. Mais la question qui est posée, on a bien compris qu'il y avait un système, un statut plus avantageux. La question que je vous poserai, monsieur le rapporteur ou madame la ministre, c'est qu'est-ce qui garantit que ça ne soit plus l'esclavage? Qu'est-ce qui garantit qu'on ne demandera pas à ce locataire gérant la somme de 4 500 €? Parce que c'est ça qui va déterminer, dans le statut d'artisan, il n'y a pas de limite horaire. Donc c'est une forme, on va dire, un peu plus... Enfin, on met des règles pour l'esclavage, mais enfin, c'est entre guillemets. Mais si on demande à la personne la même somme, 4 500 €, ça veut dire des heures de travail, du stress, la qualité du service. Vous l'avez dit, si la personne stresse et n'a pas d'argent, bien, c'est quand même dans le taxi, on s'en ressent. Elle est moins disponible, elle veut faire le maximum. Enfin, elle va plus vite, elle l'accueille moins bien. Donc, qu'est-ce qui nous garantit que ce nouveau statut de gérance, de locataire gérant, sera pas une forme d'exploitation qui continuerait, qui serait un peu plus dans les normes, on va dire, sociales, mais qui serait quand même de l'exploitation. Qu'est-ce qui nous le garantit? Ce serait la question et cela déterminerait mon vote. Merci, monsieur le sénateur. À cette question, monsieur le rapporteur. Nous sommes actuellement sur un... Je ne peux pas garantir complètement, je serai pas... Il faut rester modeste. Mais je crois que l'objectif, c'est d'arriver à cela, avec le temps, évidemment, hein, puisqu'il existe actuellement des licences qui ont été délivrées
de la manière dont vous l'avez rappelé dans votre intervention, c'est-à-dire qui ont coûté très cher. Il faut respecter ces gens-là. Mais à terme, petit à petit, elles devraient disparaître. Voilà. C'est la décision qui a été prise. C'est vrai que dans la suggestion que vous avez faite dans votre intervention, d'une reprise à terme, ça n'a pas été pris en compte dans le rapport Thévenoud. Peut-être qu'un jour on remettra ce dossier-là au Parlement pour aller au fond, comme vous l'avez suggéré d'ailleurs dans votre intervention que j'ai beaucoup appréciée. Merci, monsieur le rapporteur. Madame Cohen, vous avez été sollicitée pour retirer votre amendement. Qu'en répondez-vous? Moi, je trouve que les explications qui ont été données sont intéressantes pour mieux appréhender effectivement les dispositions qui sont prises, mais en même temps, elles montrent les limites de cette proposition. Et c'est pour ça que l'amendement que nous proposons au niveau du groupe CRC, c'est un amendement de protection. Alors, effectivement, comme le dit le rapporteur, c'est pour aller plus loin. C'est pas tellement pour aller plus loin, c'est pour être plus protecteur et aller quand même dans l'esprit que moi j'ai ressenti à la lecture de cette proposition de loi. C'est pourquoi nous maintenons notre amendement. Merci, madame la sénatrice. Je vais donc mettre aux voix cet amendement numéro 15 qui a recueilli 2 avis défavorables de la Commission et du gouvernement. Qui est pour? Qui est contre? Qui s'abstient? Cet amendement n'est pas adopté. Je fais voter l'article 3. Qui est pour? Qui est contre? Qui s'abstient? L'article 3 est adopté. Nous en arrivons à l'article 4 et j'ai une demande de parole de monsieur le sénateur Yves Pozzo-di-Borgo. Oui, mais, Madame la Présidente, mes chers collègues, ce rapport, et ce n'est pas une critique parce que je sais qu'il a fallu le faire très rapidement et avec beaucoup de compétences, comporte une faiblesse. C'est que dans ce rapport, vous n'avez pas reçu la direction des transports et la direction de l'ordre public de la puissante préfecture de police qui gère les 2/5 des taxis de France. Alors je sais, je m'adresse aux administratrices, vous avez reçu les membres des cabinets ministériels des transports comme de l'intérieur, mais moi-même étant été longtemps membre dans des cabinets ministériels, nous n'avons pas du tout les compétences des services et je le regrette que vous n'ayez pas reçu ces 2 directions. Je vous rappelle simplement en ce qui concerne Paris, qui a actuellement 17 702 taxis, de licences de taxi, dont 1500 doublages. Qu'est-ce que sont les doublages? Les doublages, c'est simplement, comme un taxi fait 11 heures par jour, évidemment, la nuit, si on laissait cela, on ne pourrait pas avoir de taxi la nuit. Les doublages et les 1500 doublages, ça permet à certains taxis d'avoir 11 heures plus 11 heures, ce qui permet de travailler la nuit. Je voulais dire aussi, et c'est quelque chose de très important pour la société, pour l'équilibre de la société, c'est que le métier de taxi est un métier de la dernière chance. C'est vraiment les gens de la 2e génération qui s'intègrent. C'est le cadre qui a mis toutes ses économies pour être taxi. C'est le cas des Russes à l'époque. D'ailleurs, les Russes qui ont bien marqué Paris, puisque la police qui suit les taxis s'appelle les boers, parce qu'à l'époque, les chauffeurs taxis russes, quand ils voyaient ce qu'ils appelaient les flics en russe, disaient « boer, boer ». Et d'ailleurs, les boers qui sont toujours contents de connaître. Je dis ça parce que c'est un élément très important d'intégration des taxis. C'est la raison pour moi qui suis un élu parisien, administrateur de la Tour Eiffel aussi, je considère que c'est comme la Tour Eiffel, les taxis sont des éléments de la vie de Paris. Alors j'en reviens maintenant à l'article 4. La direction de la préfecture, et les directions dont j'ai cité les 2 préfectures, ce sont elles qui délivrent les autorisations et les licences. Alors il y a eu des rapports. Le rapport Attali, c'est un rapport en disant qu'il fallait beaucoup plus de licences. On a comparé avec New York, on a comparé avec Londres. Il faut savoir qu'à Paris, les services de transport sont beaucoup plus développés qu'en ces villes-là. Il faut savoir que sur Londres, c'est le Grand Londres, ce n'est pas du tout les 2 millions d'habitants qu'il y a à Paris. Et que donc, si la préfecture de police titille, donne vraiment au compte-gouttes les licences de taxi, c'est qu'elle a ses raisons. Elle sait très bien que depuis 10 ans, la circulation à Paris est passée de 20 km/h à 15, de plus en plus de difficultés de circulation. Elle sait très bien que ce soit un nombre plus important de taxis, vous n'aurez pas plus de taxis sur l'autoroute, à Paris, entre 16h et 18h ou le matin, parce que vous avez une circulation intense, et ce n'est pas du tout parce que vous aurez 10 000 VTC de plus que vous aurez beaucoup plus de VTC ou de taxis. Donc cette préfecture a des compétences extraordinaires pour gérer cela.
Deuxième élément, et j'en reviens à ce que je disais, que la licence de taxi est un élément d'intégration sociale de la dernière chance pour beaucoup de monde, pour des gens de la deuxième génération et pour beaucoup de monde. La licence, actuellement, il s'est créé un marché, c'est une licence gratuite. Un de mes collègues, je crois que c'est DSSR, disait qu'elle devait valoir actuellement 240 000. Elle a baissé depuis l'arrivée des VTC, puisque si vous voulez, ça fait marcher. Et je ne suis pas d'accord avec ce que disait le rapporteur. Le chiffre d'affaires global des transports VTC taxi n'a pas bougé à Paris. Au contraire, l'arrivée des VTC a fait baisser le chiffre d'affaires des taxis. Très important de tenir compte de ça. Et c'est une erreur de dire ça. J'ai contesté le rapporteur, je lui ai dit gentiment, mais c'est une erreur. Il faut bien réaliser les choses. Parce que maintenant, de plus en plus, à Paris, vous avez les Vélib, vous avez les Autolib, vous avez beaucoup plus d'autres choses qui fait que le marché des taxis est un marché très spécifique. Qui s'entendait très bien d'ailleurs avec les voitures de remise qui étaient les VTC avant. Il n'y avait aucun problème. Ce qui a déstabilisé les choses, c'est le système Uber, où vous avez une société qui investit 2 milliards à San Francisco, que la société Google, qui investit sur Uber et qui déstabilise un petit peu le chauffeur de taxi. Et ça fait qu'on paupérise, si on laisse faire le système Uber, on va paupériser les chauffeurs de taxi. Et les chauffeurs de taxi, c'est un moyen d'intégration. Et je dis pourquoi cela. Sur la licence, je ne suis pas d'accord sur cet article 4. Parce que d'abord, vous aurez très peu de licences qui seront données à Paris. Je parle de Paris. Parce que le problème sera le même. La direction qui gère tout cela donnera très peu de licences. Actuellement, il y a un marché pour un chauffeur de taxi. 17 ans à travailler vraiment, 11 heures par jour. Je peux vous dire, ce n'est pas les 35 heures des fonctionnaires. J'étais fonctionnaire, je peux le dire. Et encore, quand il faut 35 heures, je suis fonctionnaire, je peux le dire, je ne critique pas du tout. Là. Mais c'est 11 heures par jour, pendant 17 ans. Au bout de 17 ans, ils peuvent avoir une licence. Ils ne peuvent la céder qu'au bout de 15 ans. Et là, ils ont leur retraite. Ça leur fait un peu de retraite, un complément de retraite. Ça évite d'avoir une retraite où ils sont paupérisés. Et moi, je regrette, si vous voulez, que cet article 4 ait lieu. On aurait dû continuer, du moins à Paris, je ne sais pas le reste de la France, mais je pense aussi un peu valable, on aurait dû laisser ce système. Parce que le nombre de licences n'augmentera pas, même si elles sont libres. Parce que ce sera la direction de la préfecture de police qui limitera le nombre. Et au contraire, s'il y avait ce marché, ça permet aux taxis, après vraiment des années de labeur, de travail, d'arriver, d'avoir une retraite un peu décente et d'avoir un petit capital qui leur permet de quitter la vie active. Et c'est la raison pour laquelle je suis contre cet article. Merci, monsieur le sénateur. Je mets donc aux voix cet article 4. Qui est pour? Qui est contre? Qui s'abstient? Cet article 4 est adopté. Article 5, même vote. Article 6, même vote. Nous en arrivons à l'article 7 avec 3 amendements en discussion commune. D'abord celui numéro 16 présenté par Madame Cohen. Oui, Madame la Présidente. Par cet amendement, nous demandons simplement de revenir sur la mesure qui prévoit la possibilité pour les VTC de se faire payer leurs courses selon une tarification horaire. En effet, alors même que l'objectif de cette loi est de distinguer l'offre des taxis de celle des VTC afin de les rendre réellement complémentaires, force est de constater que leur permettre d'adopter le même mode de tarification que les taxis ne permet pas de remplir cet objectif de clarification. Il peut également induire en erreur les usagers. A fortiori, nous vous l'avons déjà dit, nous craignons que l'interdiction de la maraude pour les VTC soit difficile à faire respecter, faute de moyens humains pour effectuer ce contrôle. De cette manière, comment les usagers pourront-ils distinguer un taxi d'un VTC si en plus la tarification est effectuée de la même manière ? Notre amendement est en fait un amendement de clarification, tout simplement, qui participe pleinement à la réalisation des objectifs qui sont définis par la loi. Merci, Madame la sénatrice. Amendement numéro 10, rectifié de Monsieur Capo-Canellas. Merci, Madame la Présidente. Mes chers collègues, l'article 7 fixe le nouveau régime juridique applicable aux VTC et encadre la tarification des services de VTC pour les exploitants et les intermédiaires. Le principe est celui d'une tarification forfaitaire déterminée avant la course au moment de la réservation préalable. Le prix peut toutefois être calculé en partie après la réalisation de la prestation s'il dépend uniquement de la durée de celle-ci et à condition que l'entreprise ait communiqué au client le mode de calcul du prix et des éventuels frais supplémentaires. Cet article exclut donc toute tarification purement kilométrique. La détermination du prix de la course effectuée par une voiture de transport avec chauffeur doit pouvoir être effectuée librement et dans la transparence selon des critères les plus adaptés. C'est pourquoi, en complément de la durée de la course, il semble pertinent de pouvoir prendre en compte la distance parcourue, comme le propose cet amendement. Merci, Monsieur le sénateur. Amendement numéro 13, rectifié bis, Madame Escoffier.
Merci, Madame la Présidente. Cet amendement, si l'on peut encore admettre l'interdiction d'une fixation du prix de la prestation en fonction de la distance parcourue, en raison de l'utilisation de dispositifs de mesure non contrôlés, la détermination du prix en fonction de la durée ne présente pas de risque pour le client qui peut aisément la vérifier. Lors de la réservation préalable, qui est obligatoire pour les VTC, sous peine d'encourir des sanctions pénales, le client est informé du prix et des conditions de l'exécution du service, conformément d'ailleurs à l'article L. 113-3-1 du Code de la consommation. Il est donc important de souligner, conformément à la jurisprudence du Conseil constitutionnel, que la loi ne peut apporter à la liberté d'entreprendre, qui découle de l'article 4 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, des limites liées à des exigences constitutionnelles ou justifiées par l'intérêt général, qu'à la seule condition qu'il n'en résulte pas d'atteinte disproportionnée au regard de l'objectif poursuivi. Ainsi, le renvoi à un décret, et c'est ce que je voulais faire valoir, pour fixer les modalités de calcul du prix, paraît excessif au regard des objectifs poursuivis, savoir la protection des consommateurs ou encore le maintien du monopole des taxis sur la maraude. Les prix doivent être déterminés par le jeu de la concurrence qui s'exerce encore sur le marché de la réservation préalable. La disposition visée est issue d'un amendement présenté à l'Assemblée nationale en séance ayant recueilli un avis défavorable du ministre de l'Intérieur, et avis que je me plais à lire parce que M. Bernard Cazeneuve disait dans son intervention: la proposition de loi établit un principe simple que des précisions apportées par voie réglementaire ne feraient que compliquer artificiellement. Rappelons que toute intervention en matière tarifaire doit être strictement justifiée pour ne pas être contraire au droit de la concurrence. Voilà qui est dit et que je reprends avec un certain plaisir. Voilà, et je dois dire donc que le ministre lui-même estimait que la fixation d'une durée minimale de prestation serait censurée par le juge. Voilà le sens de l'amendement que nous avons présenté. Merci Madame la Ministre. Sur ces trois amendements en discussion commune, l'avis de la Commission, Monsieur le rapporteur. Bien, concernant l'amendement 16 proposé par Madame Cohen et les membres du groupe CRC, cet amendement vise à supprimer la possibilité accordée par le texte aux VTC de tarifer leurs prestations soit au forfait avant la réalisation de la course, soit la durée après la prestation, au motif que cette disposition entretiendrait la confusion avec le régime des taxis. Cette suppression est souhaitable. Comme vous le savez, la spécificité de la tarification des taxis tient largement au compteur euro-kilométrique présent dans les véhicules. En fonction de la vitesse de circulation des taxis, c'est le tarif kilométrique ou le tarif horaire qui s'applique. Dans le droit actuellement en vigueur, les VTC peuvent facturer au kilomètre parcouru. Ce n'est pas normal et le texte répond à cette anomalie en leur interdisant la tarification kilométrique. En revanche, maintenir la possibilité de tarifer à la durée se justifie. En effet, les VTC, je pense en particulier aux VTC historiques que sont la grande remise, sont parfois amenés à effectuer des prestations sur plusieurs heures d'affilée, voire des journées entières. Et il est nécessaire de leur laisser la possibilité de continuer à tarifer de cette manière, donc de travailler. Par ailleurs, je vous rappelle qu'un décret devra fixer la durée minimale à partir de laquelle ce mode de tarification est possible. C'est en quelque sorte un garde-fou. C'est pourquoi je vous propose de retirer votre amendement, faute de quoi ce sera un avis défavorable avis qui a été adopté par la commission. Concernant l'amendement numéro 10, présenté par M. Capo-Canellas, cet amendement rétablit la possibilité pour les VTC de tarifer leurs prestations au kilomètre parcouru. La tarification kilométrique est l'un des éléments centraux
de l'activité de taxi avec le compteur eurokilométrique. Dans le droit en vigueur, les VTC peuvent facturer au kilomètre parcouru. Ce n'est pas normal, je le dis une fois de plus, et le texte répond à cette anomalie en leur interdisant la tarification kilométrique. Je ne crois pas souhaitable de revenir avec cet amendement sur l'interdiction de la tarification kilométrique. Il est important de bien différencier les activités des taxis des VTC. La tarification au forfait et sur certaines conditions à la durée permet aux VTC une certaine souplesse suffisante en l'état. La Commission a donné un avis défavorable. Et concernant le troisième amendement, celui présenté par notre collègue Anne-Marie Escoffier, quelques commentaires, si vous le permettez. Cet amendement supprime le renvoi à un décret pour fixer la durée minimale de prestation à partir de laquelle la tarification à la durée peut s'appliquer. C'est un petit peu une suite de ce que je viens de dire à l'instant sur les commentaires des autres amendements. Cette précision avait été introduite par l'Assemblée en séance par le rapporteur. L'idée était de mieux distinguer les courses au forfait qu'on peut raisonnablement calculer à l'avance et les courses plus longues pour lesquelles il fallait introduire une modulation qui tienne compte de la durée. C'est également une demande forte des VTC historiques qui réalisent très souvent des prestations de longue durée. La Commission a donné un avis favorable. Je m'y soumets. Voilà. Merci, Monsieur le rapporteur. L'avis du Gouvernement, Madame la Ministre, sur ces trois amendements en discussion commune. Concernant l'amendement déposé par Madame Cohen, l'amendement numéro 16, rappeler que le principe du forfait est clairement réaffirmé dans la proposition de loi qui ne prévoit qu'un seul et unique élément de souplesse utile clairement pour des voitures de grande remise, pour vraiment les fonctions un peu historiques de ces voitures de grande remise qui, sur un secteur très haut de gamme, ne se confondent pas avec des taxis et propose des prestations très particulières sur des très longues durées. Et il n'y a jamais eu de problème de concurrence avec les taxis lors de toutes les discussions que nous avons pu avoir avec les organisations professionnelles des taxis. Ils ne nous ont jamais sollicité sur ce point-là. Donc la détermination du prix de la prestation en fonction de la durée est ainsi utile, correspond à une prestation très particulière et qui ne remet pas en cause le monopole des taxis ni le principe général du forfait. Donc il me semble que dans l'esprit, vos préoccupations sont satisfaites, donc je vous propose de le retirer. Concernant l'amendement numéro 10 déposé par Monsieur Capot-Canelas, là, nous sommes sur un autre dispositif. L'alinéa 11 de l'article 8 de la proposition de loi prévoit déjà une dérogation au principe donc, de la tarification au moment de la réservation, où le prix peut être déterminé en fonction de la durée de la prestation, au lieu d'être déterminé lors de la réservation préalable. Et donc, le principe de la tarification des VTC doit correspondre à leur mode de commande. L'assouplissement que propose l'amendement rendrait caduc ce principe en généralisant les possibilités d'y déroger à tout moment pour tout motif. Et là, il me semble qu'il y a une ouverture qui est trop forte. De la sorte, en faisant glisser un calcul de prix qui peut varier en cours de prestation, on adopte un régime tarifaire proche de celui des taxis. Et là, on entretient, il me semble, une confusion qui serait préjudiciable et qui ne correspondrait pas aux spécificités des prestations, soit des VTC, soit après des taxis. Donc, nous sommes défavorables à cet amendement. Et concernant l'amendement numéro 13 rectifié déposé par Madame Escoffier, Messieurs Mézard, Requier et Tropeano, nous avons en effet, comme vous l'avez rappelé, Madame la Ministre, fait part de remarques très fortes lors du travail à l'Assemblée nationale, du travail législatif. Nous avons en effet émis des réserves et sur le plan juridique, et comme vous l'avez rappelé les propos de Monsieur le ministre de l'Intérieur. Le gouvernement souhaitant une adoption rapide du texte propose un avis défavorable à cet amendement. Merci Madame la Ministre.
Y a-t-il des demandes d'explication? Madame Escoffier, vous avez la parole. Madame la ministre, je ne comprends pas bien la conclusion que vous apportez à votre propos. En même temps, vous reconnaissez que le ministre Cazeneuve lui-même allait dans le sens du débat que nous venons d'avoir, donc qu'il le soutenait. Et en même temps, vous dites, finalement, nous voulions un avis conforme, donc je donne un avis défavorable. Madame la ministre, nous avons déjà adopté un premier amendement, donc le texte déjà n'est plus conforme. Alors je ne vois pas quel est l'objectif, quelle est l'objection que vous pouvez nous opposer, étant entendu que ça correspond, je crois, et on l'a rappelé quand même, à des règles de droit, d'une part, et d'autre part, à un accord qui a été dit par le ministre lui-même en séance à l'Assemblée. Merci, Madame Escoffier. Je vais donc mettre aux voix l'amendement numéro 16. Ah, Madame Cohen, vous avez été sollicitée? Vous le maintenez. Alors, 2 avis défavorables sur l'amendement 16 présenté par Madame Cohen. Qui est pour? Merci. Qui est contre? Merci, mes chers collègues. Abstention. L'amendement n'est pas adopté. Monsieur Capo-Canella, l'amendement numéro 10 rectifié. 2 avis défavorables. Qui est pour? Merci. Qui est contre? Merci, mes chers collègues. Abstention, il n'est pas adopté. L'amendement 13 rectifié bis a reçu un avis favorable de la Commission et un avis défavorable du gouvernement. Qui est pour? 9. Merci. Qui est contre? Abstention, l'amendement est adopté. Nous arrivons à 2 amendements identiques faisant l'objet d'une discussion commune. Monsieur Capo-Canella, vous présentez le 9 rectifié. Oui, Madame la Présidente, mes chers collègues, cet amendement concerne toujours la question de la tarification des courses des VTC. La commande sous forme de réservation préalable peut faire l'objet d'un forfait et le prix de la prestation peut être déterminé à l'avance, mais des modifications peuvent intervenir après le début de la prestation à la demande du client, par exemple, ajout d'une destination ou d'un trajet. Il est donc impossible de connaître le coût total de la prestation à la réservation. Il est également impossible de ne calculer le prix qu'en fonction de la durée de la prestation. Et donc, il nous semblait que le prix devait être déterminé en fonction de la durée et de la distance. Une demi-journée complémentaire pour un trajet de 300 km ne peut être facturée comme une demi-journée complémentaire pour un trajet en ville, par exemple. Ces cas sont exceptionnels et il convient de les prévoir tout en précisant que le client en est informé préalablement. Cette disposition nous semblait indispensable pour refléter la réalité des coûts supportés. Alors, cela dit, il faut peut-être que nous regardions les conséquences de l'amendement précédent qui vient d'être voté. J'avoue qu'entre-temps, je n'ai pas eu l'occasion de m'y pencher. Mais monsieur le rapporteur et l'équipe de la commission doivent avoir un éclairage plus rapide que je ne pourrais le fournir moi-même sur ce point. Merci, monsieur Capo-Canella. Le 18 est présenté par monsieur Revet. Oui, Madame la Présidente, Madame le Ministre, notre collègue Capo-Canellas vient de le défendre, c'est le même amendement, mais j'attire à votre attention qu'il nous paraîtrait juste et souhaitable que dans des cas exceptionnels, le prix de certaines prestations qui ne peut être calculé uniquement en fonction de la durée, il conviendrait de prévoir ces cas en sachant que le client, et j'insiste sur cet aspect, en est informé préalablement. Et donc, ça me paraît respecter les règles, et donc c'est pour ça que je défends cet amendement. Merci, monsieur Revet. Monsieur le rapporteur, l'avis de la commission sur ces 2 amendements identiques. Oui, Madame la Présidente, écoutez, nous avons une commission durable qui parle beaucoup. Il y a eu une grande discussion sur ce sujet. Oui, mais c'est bien. En même temps, donc ce sont 2 amendements identiques. Je vais donc faire un commentaire pour les 2. Bon, cet amendement prévoit que les modifications et ajouts au cours de la prestation par le client peuvent être facturés selon des conditions prédéfinies. L'amendement suivant de Charles Revet est identique. Donc, simplement, je rappellerai les arguments que j'ai rappelés en commission, finalement. L'argument de l'imprévisibilité de certaines courses nous a été longuement évoqué lorsque nous avons eu les auditions. Mais très vite, nous sommes aperçus que ce sont des pratiques minimes, qu'il nous paraît vraiment presque
pas normal de les mettre dans ce texte de loi. Hein. Alors, oui, mais franchement, on a vu je répète ce que j'ai dit, Charles, en commission, c'est vraiment très rare et c'est très compliqué de prendre en compte ce texte. Franchement, sous couvert d'apporter une réponse à des situations qui sont exceptionnellement rares, je vois donc cet amendement aussi comme une porte ouverte à une tarification eurokilométrique pour les taxis. Donc, moi, j'appelle l'Assemblée, qui est souvent très sage, d'être sage sur cet amendement, qui peut paraître de bon sens, mais qui en fait, bien sûr, mais c'est bien normal d'ailleurs, hein, et on comprend, qui peut paraître de bon sens, mais qui en fait est un peu piégeux. Donc je propose, comme la Commission d'ailleurs, un avis favorable pour les deux amendements. Défavorable. Heureusement que j'ai des assistantes qui sont très attentives, hein, vous voyez. Mais tant mieux, tant mieux, tant mieux. Ça veut bien dire qu'on travaille en équipe. Merci. Donc défavorable. Merci, monsieur le rapporteur. L'avis du gouvernement, madame la ministre, sur ces amendements identiques. Madame la Présidente, ma réponse portera en effet sur les deux amendements. Comme vous l'indiquez, en effet, il y a des touristes qui ont des prestations qui demandent un peu des circonstances exceptionnelles. Mais dans les faits, ces prestations exceptionnelles sont réalisées. Et elles sont, au niveau du volume des courses qui sont réalisées tous les jours à Paris ou dans les grandes métropoles, elles sont vraiment très marginales. Donc actuellement, nous arrivons à répondre à ces demandes en l'état du droit actuel. Donc, je vous propose de retirer cet amendement parce que, comme l'indiquait monsieur le rapporteur, le diable peut se cacher dans les détails. Et en effet, avec cet amendement, on peut ouvrir la porte à une dérive qui peut être vraiment très forte et qu'on peut vraiment sous-estimer. Donc moi, je pense que avec la législation actuelle, nous pouvons répondre dans ces cas très particuliers qui sont nécessaires pour des touristes qui ont des demandes de prestations très haut de gamme. Et aller dans la voie que vous proposez avec votre amendement, nous risquons d'ouvrir une boîte de Pandore qui risque d'être vraiment très ennuyeuse. Merci, madame la ministre. Donc, j'entends une demande de retrait ou défavorable. Monsieur Capo-Canella, vous maintenez votre amendement? Vous le maintenez? Monsieur Revet également. Donc, je vais le mettre aux voix. Deux avis défavorables. Qui est pour? Merci. Qui est contre? Merci, mes chers collègues. Abstention? Ils ne sont pas adoptés. Le 1 rectifié, c'est monsieur Pozzo di Borgo qui le présente. D'entrée. Alors, la proposition de loi prévoit l'inscription des VTC dans un registre régional pour remplacer les matriculations. Non, dans un registre national. Je crois qu'il y a une erreur, excusez-moi, dans la rédaction. Pour remplacer l'immatriculation auprès d'Atout France. Pourquoi j'ai fait cet amendement? C'est vrai qu'actuellement, qu'il y aura ce registre national, tous les VTC s'inscriront dans ce registre national. On l'a bien vu d'ailleurs, monsieur le rapporteur, tout à l'heure. Vous étiez plutôt en colère, et quand vous êtes quelqu'un de très modéré, vous n'avez pas exprimé une colère, mais on la sentait au fond de vous, en disant comment on traite ce problème-là, et puis vous avez Atout France qui donne 865 autorisations de VTC. Donc on sent très bien que ça bouillit en vous, mais quand vous êtes quelqu'un de très modéré, ça ne s'est pas vu. Alors pour revenir à la proposition que je fais, c'est que vous avez beaucoup d'événements dans toute la province qui existent. Moi je prends l'exemple, ce sont les taxis du Mans qui m'ont attiré l'attention là-dessus. Ils m'ont dit, nous, c'est vrai que sur l'année, c'est plutôt calme-plat, on vivote, bon, on s'en sort pas trop mal. Et puis, quand arrive les 24 heures du Mans, eh bien, on fait notre recette presque du plat de l'année, mais au moins, ça nous conforte nos revenus. C'est pareil pour le Festival de Cannes. C'est pareil pour, je ne sais pas ce qu'il y a à Toulouse, madame la ministre, comme événement qui peuvent attirer l'activité des taxis. Seulement, qu'est-ce qui se passe? C'est que maintenant, eh bien, quand il y a les 24 heures du Mans, quand il y a le Festival de Cannes, quand il y a le Festival d'Avignon, eh bien, vous avez des flottes de taxis parisiens, de VTC parisiens, pardon, qui débarquent, de VTC parisiens, qui débarquent et qui raflent le marché des taxis. Alors c'est un peu surprenant que moi, élu de Paris, je sois obligé de défendre mes collègues de province. Mais c'est pour ça que j'ai fait cet amendement, pour essayer de protéger au moins les nouvelles régions qui vont se mettre en place et dire, écoutez, évitez quand même, si vous voulez, qu'il y ait ça. C'est la raison pour laquelle j'ai proposé cet amendement. Je ne sais pas ce que va penser la Commission, la ministre, mais c'est plus pour l'intérêt des provinciaux que des Parisiens. Merci, chers collègues.
L'avis de la commission, monsieur le rapporteur, sur cet amendement 1 rectifié. Bien, nous n'allons pas faire un débat entre les Parisiens et les provinciaux, y compris ceux du Val-de-Loire, hein, cher Jean-Pierre. Bien. Donc, oui, pour répondre à l'amendement de M. Pozzo di Borgo et M. Capo-Canellas, l'amendement numéro 1, il prévoit d'interdire aux VTC d'exercer leur activité hors de la région du registre dans lequel ils sont inscrits. Il opérerait ainsi une sectorisation de l'activité de VTC. Vraiment, je ne veux pas être désagréable, mais je ne pense pas que ce soit souhaitable. La logique qui sous-tend l'ensemble du texte est de mieux distinguer les activités de taxi et VTC. Hein. C'est vraiment l'une des architectures du texte qu'on vous propose. En sectorisant les VTC, on fait de l'immatriculation une sorte de licence alternative. On crée une procédure parallèle qui s'apparenterait à l'immatriculation de taxi. Ce n'est pas le souhait de certains des taxis que j'ai rencontrés d'ailleurs. Quant à l'exemple donné du Festival de Cannes, je crois que les règles, d'ailleurs j'ai eu cet exemple-là dans les rencontres, auditions que nous avons eues, mais bon, ça m'a paru un peu folklorique. Je crois que les règles désormais prévues dans la loi en matière de sanction de la maraude électronique, c'est très important, notamment, permettront de répondre à l'avenir à ces situations qu'il faut évidemment éviter qu'elles continuent d'être exercées comme vous l'avez rappelé. Il faut prendre garde de rester sur un bon équilibre pour atteindre d'une part une bonne réglementation de l'activité des VTC, d'autre part le développement de l'emploi dans ce secteur. La Commission, qui en a là encore longuement débattu, a donné un avis défavorable. Merci, monsieur le rapporteur. L'avis du gouvernement, madame la ministre. Le gouvernement a le même avis que monsieur le rapporteur, qui a développé vraiment tous les arguments, c'est-à-dire qu'il faut avoir une position d'équilibre et cet amendement-là n'aurait pas une certaine équité, il serait vraiment plutôt avec des régimes très différents et assez inégalitaires entre taxi et VTC. Donc nous proposons qu'il soit retiré ou sinon avis défavorable. Merci, madame la ministre. Monsieur Pozzo di Borgo, vous êtes sollicité pour un retrait. Je ne suis pas convaincu de votre argument, monsieur le rapporteur, parce que le VTC peut partir de Paris, elle est sans problème. Mais manifestement, comme je sens qu'il n'y a pas vraiment soutien de toute la province derrière mon amendement, je vais le retirer pour éviter d'avoir... Merci. Voilà, merci. Le 14 rectifié terre, c'est monsieur Mézard qui le présente. Monsieur le Président, vous avez la parole, mais prenez votre temps. Merci Madame la Présidente. Madame la Ministre, mes chers collègues, par cet amendement, c'est une demande de suppression de l'alinéa 20. En effet, la proposition de loi telle qu'elle arrive ici exige des exploitants de voitures de transport avec chauffeur la justification de capacités financières définies par décret. Nous considérons quand même que c'est une demande qui est assez originale. Hein, et si l'on se réfère d'ailleurs aux usages dans l'immense majorité des professions, c'est même strictement atypique. Et au moment d'ailleurs où on veut développer un certain nombre d'emplois, je crois que, sauf s'il y avait des raisons que nous n'avions pas bien assimilées ou qui ne nous ont pas suffisamment été expliquées, vu le peu de temps qu'a eu le gouvernement pour nous faire comprendre le bien-fondé de cette mesure, je crois qu'il est quand même excessif d'en arriver là et nous proposons donc la suppression de cette exigence. Merci, Monsieur le Président Mézard. Monsieur le rapporteur, l'avis de la Commission sur cet amendement 14 rectifié terre. Merci Madame la Présidente. Monsieur le Président Mézard, je vais commenter votre amendement qui a lui aussi donné l'occasion d'un débat intéressant en commission. Je rappelle que le texte prévoit l'obligation pour les VTC de disposer de capacités financières définies par décret.
Cet amendement souhaite supprimer cette obligation au motif qu'elle constituerait une entrave à la liberté d'entreprendre. Il faut rappeler que la condition de capacité financière consiste pour une entreprise à disposer des ressources financières nécessaires pour assurer la mise en marche correcte et la bonne gestion de l'entreprise. C'est un principe sain. Dire que cela constitue une entrave à la liberté d'entreprendre n'est pas exact. C'est une exigence tout à fait ordinaire pour les entreprises, quelles qu'elles soient, en particulier, c'est préférable, en particulier dans le domaine du transport, qu'il s'agisse du transport routier ou de personnes. Je ne prendrai qu'un exemple, la LOTI, la loi d'orientation des transports intérieurs de 1982, prévoit à son article 7 que les entreprises de transport public de personnes doivent justifier de conditions d'honorabilité professionnelle, évidemment, de capacité financière et de capacité professionnelle selon des modalités fixées par décret en Conseil d'État. Or, un des objectifs de la PPL est précisément de prévoir un socle commun de règles pour les véhicules LOTI, les VTC ou encore les taxis. L'obligation de capacité financière ne me paraît donc pas aberrante et permettra d'assainir aussi le marché. Donc, après un dialogue sain et fructueux, nous avons proposé à Mme Anne-Marie Escoffier, qui est membre de la commission durable, de retirer cet amendement. Sans cela, la commission donnait un avis défavorable. Merci, monsieur le rapporteur. Madame la ministre, l'avis du gouvernement sur cet amendement? Oui, juste bien rappeler en effet à Monsieur le Président que dans le secteur du transport public de personnes, ces dispositifs sont classiques et comme l'a rapporté Monsieur le rapporteur, les entreprises dites LOTI doivent justifier de 1 500 € par véhicule. Cette exigence permet de s'assurer de la solidité financière des entreprises et également de lutter contre les immatriculations dites dormantes qui peuvent correspondre à des entreprises qui n'ont pas de réelle activité. Donc ce n'est pas une entrave à la liberté d'entreprendre, mais c'est au contraire une garantie sur un secteur qui présente des enjeux d'intérêt général. Merci, Madame la ministre. Donc c'est un avis défavorable ou un retrait, c'est bien ça? Un avis défavorable. Merci. Ou un retrait. Vous êtes sollicité, Monsieur le Président? Merci Madame la Présidente, Madame la Ministre. Moi j'aimerais en savoir un peu plus, c'est-à-dire, puisque vous prévoyez de le faire par décret, puisque vous considérez qu'il faut assimiler cela au transport public, même si ce sont quand même pas, c'est pas exactement la même chose, et parce que aussi le ministre Montebourg souhaite quand même faire échec aux professions réglementées, je voudrais savoir quel est le montant que vous envisagez. Parce que il peut y avoir une logique si c'est... Tout dépend en fait du montant. Est-ce que c'est un montant totalement dissuasif ou c'est un montant pour éviter des inscriptions qui seraient dormantes? Merci, Monsieur le Président. Madame la Ministre, vous souhaitez répondre? Vous rappelez que dans les propos et dans les déclarations tenues par Monsieur le ministre de l'économie et du redressement productif, il n'a pas été mentionné les taxis. Les taxis sont évoqués dans les articles des Échos qui ont eu accès à certaines parties du rapport de l'IGF, rapport qui n'est pas d'ailleurs pour l'instant public. Arnaud Montebourg, sur les professions réglementées, a parlé des huissiers, a parlé des greffiers auprès des tribunaux de commerce. Il n'a pas cité, il a les avocats aussi, mais il n'a pas cité en effet les taxis. Donc il n'y a pas de dispositif prévu à court terme sur cela. Et concernant le montant qui sera évoqué dans le décret, il pourra peut-être s'inspirer en effet du montant qui est dans le cadre des entreprises dites LOTI, mais il y aura dans tous les cas une concertation qui sera menée. Et donc il n'y a pas à ce jour de montant décidé, je tiens à vous le dire, au nom du gouvernement. On pourra en effet s'inspirer d'un dispositif qui existe déjà, mais il y aura de la concertation. Pardon ? C'est-à-dire,
C'était arbitré maintenant, ça y est? Ah bon, 1500 alors. Voilà. Maintenant, on m'informe que ça a été arbitré donc, récemment, donc c'est 1500. Merci, Madame la Ministre. Monsieur le Président, au bénéfice de ces explications, est-ce que vous retirez votre amendement? Le bénéfice, je ne sais pas si c'est le mot qui convient. Mais non, je ne vais pas le retirer parce que le gouvernement qui d'ailleurs qui reconnaît qu'il ne s'agit pas d'une proposition de loi, d'ailleurs par les observations que nous avons de Madame la Ministre, mais qu'il s'agit bien. Oui, non, mais nous voyons bien que vous avez le contrôle total de ce texte. Ce n'est pas une critique, Madame la Ministre, c'est une constatation. Mais s'inspirer de ce qui existe sur le transport public, ce n'est pas pour moi une réponse précise. Donc, par principe, je maintiens l'amendement. Merci, Monsieur le Président. Monsieur Capo-Canellas. Oui, Madame la Présidente, brièvement, deux observations. D'abord, je n'ai pas tellement saisi que la préoccupation du président Mézard avait trait aux professions réglementées. J'ai entendu la réponse de Madame la Ministre sur ce point, mais il me semble que ce n'était pas forcément l'intention. Par contre, je comprends et je salue la volonté qui est exprimée par cet amendement, parce que, comme l'a rappelé tout à l'heure Yves Pozzo-di-Borgo, ce genre de métiers sont des métiers qui sont des métiers d'intégration. Et bien souvent, pour celui qui va acquérir un véhicule, par exemple, si on lui demande en plus d'autres garanties financières, il y a un point au-delà duquel, finalement, on va faire que ce type d'activité ne pourra pas être accessible à des populations pour qui c'est aussi une planche de salut. Donc il y a un équilibre qui n'est pas si simple que ça à trouver, et je comprends que le débat ait lieu sur le montant des garanties financières qui sont demandées. Il faut sans doute qu'il y en ait, il ne faut pas qu'il y ait de précarité financière de la structure, parce que ça pourrait poser des difficultés en cas de problème ou d'accident, par exemple. Mais en même temps, je voudrais qu'on fasse quand même que ces professions-là restent accessibles. Merci, chers collègues. Monsieur de Cessard. Oui, souvent, depuis une dizaine d'années que je siège, on a souvent demandé que les décrets soient prêts quasiment lorsqu'on fait la loi, au moins qu'on ait une idée. Donc c'est un peu dommage qu'on n'ait pas une précision, parce qu'on n'arrive pas à savoir, parce que la question que vous avez posée, si c'est pour dissuader, si c'est pour garantir quoi, on n'arrive pas à le savoir, la précision n'est pas apportée. C'est vraiment... faut le dire clairement, c'est-à-dire on n'arrive pas à voir derrière ce questionnement, c'est-à-dire sans qu'il y ait de précision, si on veut limiter le nombre, si on veut donner des garanties de sérieux s'il y a un accident, pour des assurances, enfin on ne sait pas exactement. Donc c'est vraiment dommage de ne pas avoir de précision, et alors que j'étais plutôt enclin à suivre, enfin ne pas voter l'amendement, les imprécisions questionnent, et on n'arrive plus à savoir l'esprit exactement du texte. Et c'est vraiment dommage que, quand même, alors qu'on voulait une copie conforme, ça veut dire qu'on était prêt, que ces questions-là n'aient pas été abordées avant, quoi. Merci, Monsieur de Cessard. Monsieur Richard. Madame la Présidente, si je peux ajouter un mot, moi je veux d'abord rendre hommage au scrupule de la ministre qui, n'ayant pas une indication définitive définie au sein du gouvernement du chiffre dont on parle, ne peut pas s'exprimer en citant un chiffre. Ça paraît cohérent. Mais elle a cité un autre chiffre qui est applicable à des professions qui sont dans le service public, les transports, et qui manipulent des engins lourds. Bon. Les VTC ne seront pas des entreprises de service public. Par contre, elles ne sont pas non plus des entreprises sur un marché entièrement libre. Elles sont dans un régime de police administrative, c'est-à-dire d'encadrement réglementaire, comme c'est le cas des taxis et d'ailleurs de bien d'autres professions. Donc, il me paraît évident, puisque tout le monde va devant le juge dans ces affaires-là. Donc, si le gouvernement commettait l'erreur de fixer un chiffre qui, suivant l'expression du collègue de Cessard, a un caractère dissuasif, ce serait évidemment sortir de l'objet de la loi et ce décret serait annulé. Donc il me semble pratiquement fixé sur des rails par les principes du droit qu'il ne peut s'agir que d'un montant de responsabilisation et que s'il était
du même niveau que pour un véhicule lourd, évidemment, le gouvernement se trouverait face à une difficulté. Merci, Monsieur Richard. Je vais mettre aux voix cet amendement qui a eu 2 avis défavorables. Qui est pour le voter? Qui est pour? 3, 4, 5, 6. Merci. Qui est contre? Il n'est pas adopté. 4 amendements faisant l'objet d'une discussion commune. Monsieur Capo-Canellas, le 7 rectifié. Madame la présidente, mes chers collègues, nous abordons à cet instant sans doute l'un des problèmes majeurs que ce texte pose. Preuve en sont d'ailleurs les 3 amendements identiques de suppression de cet alinéa 33 de l'article 7. Cet alinéa rend obligatoire le retour à la base pour les VTC. Dès la fin d'une course, ils seront tenus, si le texte n'évolue pas, de retourner soit au lieu d'établissement de l'exploitation de la voiture, soit dans un lieu hors de la chaussée où le stationnement est autorisé, comme un parking par exemple. Je rappelle que sur Paris, les parkings sont souterrains et évidemment payants. Il est important de préciser que cette mesure ne faisait pas partie du texte initial, qu'elle a été adoptée dans la précipitation, on peut même le dire à la dernière minute, proposée par le rapporteur lors du débat en séance à l'Assemblée nationale, curieusement annoncée dans la presse du matin d'ailleurs, par le gérant d'une société. Et surtout, cette mesure ne figurait en aucun cas dans le rapport Thévenoud d'avril. Et lorsqu'on nous parle d'équilibre, il faut constater là que le déséquilibre a été atteint indiscutablement lorsque cette mesure a été adoptée. Elle a beaucoup choqué, vous le savez, les chauffeurs de VTC, pour qui cet ajout déstabilise la profession. Sur le fond même, cette mesure nous interroge, car cette obligation de retour à la base est anti-économique et anti-écologique. D'abord anti-économique parce que c'est intenable pour la santé financière de ces entreprises, et vous savez que si elles doivent circuler à vide, accumuler des kilomètres sans avoir de paiement, évidemment, ça leur posera un problème économique. C'est aussi incompréhensible en termes de développement durable, et vouloir émettre des gaz à effet de serre sans avoir d'obligation de le faire, c'est un point qui est tout de même particulièrement singulier. Et donc, la volonté d'imposer l'impossibilité pour les VTC d'enchaîner des courses préalablement réservées n'est pas compréhensible. Au total, nous vous proposons de supprimer cette mesure au titre du bilan carbone et au titre de la réalité économique, du retour à une forme d'équilibre partiel et que nous souhaiterions retrouver. J'aurai l'occasion de m'exprimer tout à l'heure sur un autre amendement, si celui-ci n'était pas adopté, qui est un amendement, entre guillemets, de repli. Je vous remercie, chers collègues. Le 12 rectifié bis, c'est le président Mézard qui le présente. C'est le même. Oui, Madame la Présidente, Madame la Ministre, mes chers collègues, sur cet amendement qui est quand même un point extrêmement important de ce texte, nous comprenons tout à fait les préoccupations des chauffeurs de taxi sur l'existence d'une concurrence qu'ils ont qualifiée fortement de déloyale sur le marché de la maraude, et aussi les inquiétudes que peut susciter le fait de voir circuler une voiture de transport avec chauffeur à vide. Mais l'obligation de retourner à la base ou de stationner dans un parking en dehors de la chaussée à la fin de la prestation que cette proposition de loi instaure résulte de la crainte des taxis de voir certains VTC racoler des clients, ce qui est une crainte que l'on comprend. Bon. Toutefois, il convient de préciser qu'une telle pratique est sanctionnée par la loi, qui prévoit une sanction pénale d'1 an d'emprisonnement et de 15 000 € d'amende. Et comme l'a souligné d'ailleurs l'autorité de la concurrence dans son avis sur le projet de décret qui imposait
au VTC un délai d'attente de 15 minutes entre la réservation et la prise en charge du client, la gestion de tels comportements relève de la recherche de fraude qu'il appartient à l'État de sanctionner et non pas de la concurrence. Or, la loi établit clairement la différence entre le marché de la maraude sur lequel le monopole des taxis s'applique et le marché de la réservation préalable où la concurrence doit pouvoir s'exercer librement. Au regard des précautions prises par le cadre juridique en vigueur, ainsi que par la proposition de loi, la mesure qui est prévue par cette dernière paraît disproportionnée par rapport à l'objectif poursuivi, à savoir empêcher les VTC de recourir à la maraude. Les contrôles seront-ils plus efficaces? Non, car les VTC, lorsqu'ils se dirigeront vers la base en circulant à vide, se retrouveront dans la même situation que ceux qui procèdent à la maraude. Rien ne peut les distinguer, si ce n'est qu'en les arrêtant pour qu'ils justifient d'une réservation préalable. Outre l'inutilité de la mesure, si ce n'est au niveau de l'affichage, pour répondre aux préoccupations et aux inquiétudes des taxis, celle-ci se révélera coûteuse du fait de la consommation de carburant supplémentaire ou des frais de stationnement dans un parking et mettra en péril la rentabilité de VTC. Je rappelle d'ailleurs qu'en ce qui concerne le délai d'attente de 15 minutes, le Conseil d'État, on regrette que notre collègue soit parti, a jugé en référé que le projet de décret était, je cite, « susceptible de porter à leur situation économique et financière une atteinte grave et immédiate ». Et cette mesure, aux seules vertus polluantes, est en totale contradiction avec les objectifs de réduction de gaz à effet de serre dont on connaît les effets nocifs, et aussi on sait que c'est une préoccupation forte du gouvernement à juste titre. Aussi, cet amendement vise à supprimer cette obligation pour s'en tenir aux équilibres arrêtés lors de la concertation qui a eu lieu entre les différents acteurs. Je vous remercie, Monsieur le Président. Monsieur Revet, vous présentez le 17. Oui, Madame la Présidente, merci. Madame la Ministre, bon, c'est le même amendement que ceux qui viennent d'être défendus excellemment par mes deux précédents collègues. Donc, je ne vais pas allonger les débats et c'est les mêmes motivations. Merci, chers collègues. Le 8 rectifié, Monsieur Pozzo di Borgo, Monsieur Capo-Canella. C'est votre amendement de repli, je pense. Oui, il s'agit d'un amendement de repli qui vise à proposer une voie pour régler cette question difficile du retour à la base. Donc, je ne vais pas refaire la démonstration que j'ai faite, que le président Mézard et que Charles Revet ont également livré avec leurs propres mots, mais je voulais simplement dire que cet amendement vise à permettre aux VTC d'exercer leur activité, tout simplement, en ne les empêchant pas de prendre 2 courses successives, si elles ont été réservées préalablement, et donc en ne leur imposant pas de retourner à leur base dans le cas où elles ont une course qui va succéder à une autre. Et si on peut comprendre l'intention de préserver effectivement le monopole de la maraude des taxis, donc l'interdire au VTC, il ne faut pas adopter non plus une mesure qui interdirait au VTC quasiment leur existence. On a rappelé tout à l'heure l'impact économique qu'elle aurait si elle n'était pas modifiée par cet amendement. Donc c'est peut-être une solution qui pourrait permettre que la Haute Assemblée corrige le texte de l'Assemblée nationale, mais je veux d'ores et déjà indiquer, ayant entendu plusieurs fois Madame la Ministre nous opposer à la volonté de conformité, que si cet amendement 8 devait prospérer, ça supposerait tout de même que nous ayons, de la part du gouvernement, un minimum d'intention de faire que la version qui sortirait du Sénat soit défendue à l'Assemblée nationale. Merci, chers collègues. Je vais demander donc à notre commission l'avis de Monsieur le rapporteur sur ces 4 amendements en discussion commune. Bien, Monsieur le Président Mézard rappelle à juste titre que c'est un amendement important, voilà, qui a fait l'objet, là encore, dans la commission d'un long débat, mais heureusement d'ailleurs, parce que c'est un point qui a été introduit
à l'Assemblée nationale, comme cela a été rappelé, à l'initiative du rapporteur Thomas Thévenoud. Cette obligation consiste, pour les VTC, à revenir, et je cite très exactement, au lieu d'établissement de l'exploitant de la voiture ou dans un lieu hors de la chaussée où le stationnement est autorisé. Voilà. Donc, c'est le terme exact. On met de côté le retour à la base. Le terme exact, c'est celui-là. Cette obligation me semble participer de l'équilibre fragile trouvé par les députés. D'ailleurs, cela a été admis par tous les professionnels. Une fois que la loi a été votée, la loi à l'Assemblée a été votée avec ce texte, avec cet article. Sur la question sensible de la maraude, parce que vraiment, c'est le point, voilà, c'est le point sur lequel il ne faut pas céder. J'espère que tout le monde est bien conscient, mais cela a été dit par nos différents collègues des différents bancs. Comme l'expliquait Thomas Thévenoud dans son rapport, il est difficile de justifier que les VTC ne sont pas en maraude lorsqu'ils circulent sur la voie publique en attente de réservation préalable et qu'ils sont en plus rendus visibles aux consommateurs par des applications smartphone. La frontière est très fine, cela a été dit par d'autres collègues. Le retour à la base arrière permet, et donc je reprends le terme, permet de mieux distinguer entre activités de taxi et de VTC. C'est pour cette raison que notre commission n'a pas adopté d'amendement sur ce point lors de l'examen du texte, et c'est pour cette raison que la commission a donné un avis défavorable aux 3 amendements, identiques, de suppression, 7, 12 et 17. Mais nous avons une vocation d'être des élus responsables et pragmatiques. J'ai entendu les objections de tous les bancs, de tous les collègues, notamment de la mise en œuvre pratique soulevée contre le retour à la base arrière, je reprends ce terme. C'est pourquoi, s'il faut aménager cette obligation pour la rendre acceptable pour tous, je vous proposerai d'adopter l'amendement numéro 8 de notre collègue Vincent Capo-Canellas. L'objet de cet amendement est le suivant. Il est dérogatoire au retour à la base prévu pour le VTC qui disposerait déjà d'une réservation suivante ou qui dispose d'un contrat le liant au client final. Ça vaut aussi pour les grandes remises, on est bien d'accord. Il s'agit d'une proposition intelligente et réaliste. Elle préserve en particulier les entreprises de la grande remise. Je me répète, mais c'est important de le souligner. Je crois qu'il s'agit d'un juste milieu. Il faut clairement marquer l'interdiction de la maraude pour les VTC, mais il faut conserver une position raisonnable et proportionnée. Aussi, je vous demande, Madame la Présidente, de donner priorité à l'amendement numéro 8 pour qu'on puisse s'exprimer sur cet amendement. Et si nous avons l'accord de nos collègues, eh bien, nous aurons là, comment dirais-je, un retour, excusez-moi, je reprends le retour à la base, un retour à la base qui serait acceptable et qui permettrait, je crois, de donner à notre texte un contour tout à fait intéressant et positif. Merci. Merci, monsieur le rapporteur. Je suis donc saisie d'une demande de priorité de la commission sur l'amendement numéro 8. C'est bien ça, hein. Selon l'article 44, alinéa 6 de notre règlement, la priorité est de droit quand elle est demandée par la commission saisie au fond, sauf opposition du gouvernement. Quel est l'avis du gouvernement sur cette demande de priorité? Vous êtes favorable. Donc la priorité est ordonnée. Donc je vais vous demander, Madame la Ministre, votre avis sur cet amendement 8 rectifié. Et sur les 3, si vous voulez.
Oui, je comprends l'esprit de Monsieur le rapporteur sur cet amendement numéro 8 qui peut être un amendement de repli. Néanmoins, je me permets quand même d'alerter sur un point, c'est sur la définition d'un contrat avec le client final. Au point de vue juridique, il y a quand même certaines incertitudes. Donc je comprends tout à fait cette volonté, mais je pense que sur cela, on a quand même une fragilité juridique sur ce point-là. Néanmoins, voilà, vous l'aviez détecté, le gouvernement donnera une position de sagesse. Merci. Merci, Madame la Ministre. Donc défavorable aux autres. Madame Cohen, vous avez la parole. Oui, j'apprécie la position de Madame la ministre de sagesse, parce qu'effectivement, je trouve que cet amendement est extrêmement constructif, dans ce sens où, en tout cas, pour ce qui me concerne, moi, j'étais très gênée par le fait qu'il fallait renvoyer les VTC, alors je vais le dire pour simplifier, à leur base. Je pense que derrière les VTC, il y a des emplois, et que c'était un peu la mort annoncée à plus ou moins longue échéance. Donc, comme ce texte est un texte quand même qui est un texte que je trouve équilibré, qui rétablit un certain nombre de choses, il me semblait que là c'était trop excessif. Et par l'amendement qui nous est proposé par notre collègue, eh bien il y a une prise en compte effectivement des revendications des taxis, il y a une prise en compte du rôle des VTC, et tout ça dans un juste équilibre avec des principes qui sont énoncés et qui me semblent tout à fait importants et possibles de respecter. Donc à partir du moment où moi je suis à la fois donc tout à fait partisane de cet amendement, et donc j'apprécie ce qu'a dit le rapporteur, et la sagesse de la ministre nous permet de voter, à mon avis, de manière très largement majoritaire, me semble-t-il, si je vois ce qui se passe au niveau des bandes divers et variés. Merci, Madame Cohen. Monsieur de Cessart. Avec cet amendement, monsieur le rapporteur, il revient vers ses bases, il ne perd pas la logique qui conduisait le refus. Bon, je l'ai exprimé au début lors de la discussion générale, nous voterons ce texte d'équilibre, mais en disant bien que le problème, la cause principale de la concurrence déloyale, c'est qu'il y en a qui font un travail pour 100 € d'inscription et les autres, ils ont 200 300 000 € qu'ils ont investis et qu'il faut qu'ils remboursent. Donc, de fait, la concurrence sera toujours déloyale tant qu'on ne règle pas le problème de la licence. Donc, je sais que les nouvelles licences, on ne pourra pas les céder, mais il y a quand même les anciennes, et que les gens auront toujours l'impression que lorsque quelqu'un vient proposer des services et que l'inscription elle est très faible, eh bien, il y aura une concurrence déloyale parce que les coûts à supporter ne sont pas les mêmes. Donc, mais ça paraît quand même un peu bizarre qu'on demande à des gens qui travaillent, ils ont fait une course à Roissy, on leur demande de retourner à la base ou de trouver un lieu qui est un garage, un parking ou un lieu qui n'est pas sur la chaussée. Mais comme le disait notre collègue du groupe RDSE, comment le contrôler? Et si on dit c'est pour interdire la maraude, vous avez précisé que c'est déjà interdit. Donc, qu'est-ce que cette interdiction amène de plus? Alors, ça peut être un message, mais c'est surtout que ça va devenir, comme vous l'avez dit, monsieur le rapporteur, très difficile à évaluer. Et donc, c'est une loi d'équilibre, mais j'ai bien peur que cet équilibre dure le temps d'une proposition de loi et que le problème central qui est posé, qui est celui de la concurrence déloyale, du fait que l'investissement de départ n'est pas le même pour un travail qui offre des similitudes, tant que ça ne sera pas réglé, tant qu'il y aura des personnes qui auront 300 000 € à rembourser et que d'autres, c'est simplement l'inscription à 100 €, tant que ce problème-là ne sera pas réglé, il y aura toujours une concurrence déloyale dans beaucoup d'endroits. Et il y aura du mécontentement et de la frustration des deux côtés. Donc, c'est une loi d'équilibre, nous allons la voter. Votre amendement
l'amendement numéro 8 que vous va dans ce sens-là, donc nous le voterons, mais avec l'inquiétude que cela ne résolve pas tout le problème. Monsieur Revet, vous avez la parole. Oui, merci Madame la Présidente. Je crois que c'est vrai que lors de la réunion de la Commission, nous avons beaucoup discuté sur cet alinéa 33 et finalement, il nous a semblé, et notre groupe a déposé des amendements qui viendront derrière et qui peut-être, on verra, mais tomberont de fait si celui-là est adopté. Il nous a paru, et je remercie le rapporteur d'avoir demandé la priorité, que cet amendement, même s'il ne couvrait pas tout, permettait d'apporter une souplesse indispensable, comme il l'a dit, et nous voterons bien sûr cet amendement. Je vous remercie, Monsieur Revet. Monsieur Capo-Canella, l'auteur de l'amendement. Oui, Madame la Présidente, d'abord, je souhaite dire que j'ai entendu les paroles de sagesse et le pragmatisme de notre rapporteur, et je ne peux que me féliciter de sa clairvoyance et saluer sa liberté, qui est celle d'un rapporteur qui essaye d'améliorer le texte et qui veille à la construction du débat parlementaire. Je remercie également Madame la Ministre qui a évoqué le mot de sagesse. C'est un mot qui a du poids particulièrement ici devant la Haute Assemblée. Je remercie bien sûr chacun des intervenants des différents groupes qui, dans leur diversité, ont salué la recherche justement d'une solution d'équilibre. Et je ne doute pas que si le Sénat se prononce fortement sur cet amendement, ça donnera une force au texte et je pense que l'équilibre s'en trouvera amélioré. Je vous remercie, chers collègues. Bien, je vais mettre aux voix l'amendement 8 rectifié. Qui est pour? Merci, unanimité. Il est adopté, les autres donc tombent. J'ai besoin d'un vote sur l'article 7. Qui est pour voter l'article 7? Merci. Qui est contre? Abstention, il est adopté. Nous arrivons à l'article 8, avec 3 amendements faisant l'objet d'une discussion commune. Monsieur Capo-Canella, vous présentez le 11 rectifié. Volontiers, Madame la Présidente, c'est un amendement de conséquence par rapport au précédent sur l'article 7, puisque nous venons de voter un amendement et qu'il s'agit de regarder comment ceci est intégré dans la suite de la rédaction du texte. En effet, l'article 8 interdit le stationnement des VTC à l'abord des gares et des aéroports au-delà d'une certaine durée. Et donc cet amendement prévoit de supprimer cette interdiction et donc cette durée pour les VTC qui justifie d'une réservation préalable. C'est exactement la même chose que précédemment, mais cette fois ça s'applique aux gares et aux aéroports. Donc la réservation, vous le savez, c'est le mode de travail des VTC, à l'inverse des taxis dont c'est la maraude. Donc il vous est proposé de ne pas interdire aux VTC d'approcher une gare ou un aéroport ou d'y rester entre deux courses s'il justifie de cette réservation. C'est exactement le même dispositif. Je ne vais pas vous redonner l'argumentaire dont nous venons de débattre à l'article 7. Voilà, on peut ajouter aux arguments qui ont déjà été développés la question des retards éventuels dus à un client qui aurait vu son vol décalé, bien évidemment, ou son train décalé. Donc, c'est un amendement de conséquence. Je vous remercie, chers collègues. Monsieur Revet. Oui, merci Madame la Présidente, Madame la Ministre. Cet amendement va dans le même sens que ce que nous venons de voter à l'unanimité et il le complète. C'est l'objet de cet amendement. Vous présentez le 20, Monsieur Revet, dans la foulée. Pardon ? Le numéro 20, vous l'avez présenté. Vous venez de présenter l'amendement identique. Oui. Et il y a un numéro 20. Oui, tout à fait. Et il va dans le même sens, bien sûr. Très bien. Et je suppose qu'il je vous tombera remercie. si l'autre est adopté. Merci, merci. Je vais demander l'avis de la Commission, Monsieur le rapporteur, sur ces... Madame la Présidente, c'est le même esprit que le 8, donc je donne un avis favorable. Voilà. Au 11 rectifié et au 19 rectifié et le 20. Défavorable? Oui. Tombera, oui. Défavorable. Madame la Ministre, votre avis?
J'entends, monsieur le rapporteur, que vous indiquez que c'est le même esprit que l'amendement numéro 8. Je suis quand même un petit peu moins... enfin, je n'ai pas exactement la même analyse que vous sur ce sujet-là, parce que je pense que de donner juste... enfin, d'avoir un éclairage particulier sur les gares et les aérogares, cela est vraiment pas tout à fait dans le même esprit, puisqu'on est quand même plutôt sur le stationnement dans les gares et les aérogares, avec une volonté de toujours avoir une priorité, bien entendu, forte pour les taxis. Donc, sur cet amendement-là, le gouvernement sera défavorable. Merci, Madame la Ministre. Et sur le 20, également. Madame la Ministre, pas également. Je vous remercie. Monsieur de Cessard. Mais là, je n'arrive plus à comprendre exactement. Donc, j'ai envie de faire plaisir à notre collègue, j'ai envie de faire plaisir à tout le monde. Ce soir, je suis dans les bonnes dispositions, mais j'ai du mal à comprendre. Lorsqu'on est à l'aéroport, on a conduit, enfin, lorsque les véhicules avec chauffeur vont à l'aéroport, si on prend l'amendement des députés, ils doivent rentrer à la base ou se garer, trouver une place de parking. Bon, dans les gares et dans les aéroports, il y en a. Donc là, ça voudrait dire qu'on les autorise, et ils attendent le client, on les autorise à stationner comme s'ils attendaient le client. Ah si, parce qu'ils peuvent, on ne leur demande pas, ils peuvent aller à la base, c'est d'accord, ou ils peuvent, le texte initial de l'Assemblée, c'était ils peuvent aller à la base, ou ils vont dans le parking. Pourquoi ça a été précisé dans le parking? Justement pour pas qu'ils soient sur le lieu où il y a les taxis en double fil. Enfin, j'ai cru comprendre que c'était ça l'esprit de la loi, enfin de l'esprit de l'amendement des députés. Et c'est vraiment dans les gares et les aéroports qu'il y a la maraude. C'est vraiment dans ces endroits-là où les véhicules arrivent, se garent pas trop loin, et puis ils disent on est prêt au cas où il y a un client qui passe et on voit que quelqu'un qui cherche un peu, bon ben on se déplace et puis avec un petit panneau on peut mettre Paris ou des choses comme ça. Donc c'est ce que craignent justement les chauffeurs de taxi. Donc, mais dans les gares, parce qu'on peut dire que c'était embêtant lorsqu'on leur demandait d'aller à la base, mais dans les gares et dans les aéroports, il y a des parkings. Donc s'il attend la course après, il a déposé le client, il va dans le parking, il attend, on l'appelle, il y a le nouveau client qui arrive, il se déplace. Donc l'amendement qui paraît de bon sens et tout ça, dans les gares et les aéroports, je suis un petit peu en interrogation. Voilà. Maintenant, je suis prêt à voter l'un et l'autre en fonction, non pas des circonstances, mais comme je sais que tout ça est une question vraiment d'un fin équilibre, ça reste toujours une histoire d'application difficile, mais je suis quand même dans les gares et les aéroports. Là, on ne peut pas dire que la voiture ne peut pas trouver un parking pour se garer et attendre le nouveau contrat. Merci, Monsieur de Cessard. Monsieur Pozzo-di-Borgo. Je prends l'exemple de Paris. En fait, il y a 4 points de friction à Paris. Il y a la gare du Nord, qui est une pagaille pas possible. Il y a la gare de Lyon, qui est une pagaille pas possible. Il y a Roissy, qui est une pagaille pas possible. Et il y a Orly, qui est une pagaille pas possible. Vous n'avez qu'à simplement arriver à la gare de Lyon aujourd'hui, allez-y. Vous verrez, il y a un endroit qui est limité pour les taxis. Il y a la queue de taxi, puis il y a un endroit qui est limité pour les taxis qui sont commandés. Où là, ils peuvent rester 1 heure. Ou les VTC qui sont commandés. Ou les motos qui sont commandées. Allez à la gare de Lyon, vous verrez une voiture louée, Hertz, voiture de remise, vous verrez des motos, une dizaine de motos, si j'ai une photo là, qui n'ont pas du tout de commande. C'est une pagaille pas possible. J'ai d'ailleurs dit à la préfecture de police, il faudrait quand même, plutôt que d'envoyer sur des coûts ponctuels, qu'il y ait en permanence des plantons. On a, nous, je ne sais plus combien de ASP de la ville de Paris que l'on paie, on pourrait les mettre en permanence. Ça, c'est juste une remarque incidente. Mais là, en ce qui concerne l'amendement que j'ai proposé avec Vincent, l'idée, c'est vrai que si vous avez un VTC qui part à Roissy, il part de Paris, il va à Roissy. Dans le texte actuel, ce VTC, soit il va dans un parking de Roissy, ou dans un parking
la gare du Nord, avec les parkings Vinci, tu connais l'élu de Paris, avec un coût qui est conséquent, n'est-ce pas, M. Café, vous qui étiez adjoint à Paris? Je peux vous dire que le coût du taxi, le coût des parkings à Paris, il est cher. Et je reprends l'exemple, le taxi va à Roissy. C'est toi qui l'avais voté d'ailleurs. Et ça a remonté encore, depuis que tu n'es plus là en plus. Excusez-moi, je continue ça, c'est des histoires de Parisiens. Je continue. Le taxi arrive, il dépose son client à Roissy. Mais dans l'amendement qui est venu tel qu'il est actuellement, il faut qu'il revienne. Alors je ne sais pas si vous imaginez les kilomètres qu'il faut faire, la pollution, le retour. C'est complètement fou. Et il y a eu toujours un équilibre d'ailleurs, je le redis, et c'est la préfecture de police qui nous dit ça, entre les taxis et puis ce qu'on appelle les voitures de remise. Parce que la stratégie de la préfecture de police est une stratégie intelligente. Elle cautionnait, elle laissait faire. En fait, la préfecture de police, elle fait ce que fait l'amendement Pozzo-Canellas. Elle fait ça. C'est-à-dire qu'elle a la logique des choses. Et donc l'idée, si cet amendement est voté, ce sera tout simple. C'est vrai qu'ils pourront rester, les taxis, dans la zone où ils peuvent rester 1 heure. Enfin, les VTC pourront rester dans la zone où ils peuvent rester 1 heure. Et je crois que c'est quand même une certaine intelligence, en sachant que je ne sais pas le reste de la France, parce que je n'ai pas la province, mais que sur Paris, c'est 4 points essentiellement. Voilà. Et donc, merci, M. Pozzo-di-Borgo. M. Capo-Canellas, vous voulez rajouter quelque chose? Très brièvement, parce que Pozzo-di-Borgo vient de dire les choses extrêmement clairement. C'est vrai que dans le cas de l'aéroport, les choses sont simples. Si on ne vote pas cet amendement, le VTC qui va amener un client, bien qu'il ait un autre client après, devra retourner à la base ou ressortir, payer un ticket de parking, pouvoir en justifier. Et donc, simplement, on dit que quand un VTC me dépose, j'en prends pas, mais enfin, prenons l'hypothèse, vient chercher Jean de Dessart après, dans ce cas-là, effectivement, il n'a pas retourné à la base parce qu'il a amené un client et il a une réservation préalable pour un deuxième client. Simplement, on ne va pas lui dire vous ressortez de l'aéroport, vous repartez à l'extérieur pour revenir. C'est un cas de bon sens. Même chose que tout à l'heure, c'est tout. Merci. Monsieur le rapporteur. Oui, je me permets d'essayer d'éclaircir un peu ce débat qui pourrait s'obstruer. En fait, on est sur le stationnement devant la gare, tout simplement. C'est-à-dire si le taxi, il a le monopole de la maraude devant la gare. Voilà. Le VTC, s'il amène un client avec cet amendement, s'il amène un client et qu'il en a un autre, il reste devant la gare. S'il n'a pas de client, ben, il n'a pas à stationner devant la gare, tout simplement. Donc avec cet amendement, on permet au VTC de stationner devant la gare à la condition d'avoir une réservation préalable ou un contrat pour les grandes remises. Parce que le contrat client final, c'est plutôt un terme qu'on emploie pour les grandes remises. Voilà, je voulais le rappeler puisque Mme la ministre en a parlé tout à l'heure. Donc c'est finalement un amendement très simple qui permet une meilleure praticité pour les VTC à la condition qu'ils aient une réservation préalable. Merci, monsieur le rapporteur. Je vais mettre aux voix donc l'amendement 11 rectifié présenté par monsieur Capo-Canellas et le 19 rectifié présenté par monsieur Revet qui sont identiques. Avis favorable de la commission et défavorable du gouvernement. Qui est pour le voter? Merci. Qui est contre? Abstention. Ils sont adoptés et donc le 20 tombe. Je suis saisie de 5 amendements faisant l'objet d'une discussion commune. Monsieur Capo-Canellas, le 2 rectifié. Est-ce que vous pouvez présenter les uns après les autres? Voilà. Avec grand plaisir, Madame la Présidente, c'est ce que je souhaitais vous proposer. Donc ces amendements viennent en discussion commune et nous abordons là un autre sujet compliqué et important de ce texte qui concerne ce qu'on a appelé un peu improprement la géolocalisation. Je dis improprement parce que quand on lit cet alinéa, on se rend compte qu'il est plein d'ambiguïté et donc d'insécurité juridique, tant dans ses objectifs que pour les chauffeurs de VTC qui devront l'appliquer s'il est maintenu tel quel. Alors le premier amendement reprend notre position globale que j'avais défendue lors de la discussion générale, à savoir la suppression de l'interdiction de la géolocalisation pour les VTC. L'idée simplement, c'est que c'est une technologie qui est à la base même de leur développement et qui fait leur spécificité. C'est passé dans l'usage commun pour les clients. C'est toujours compliqué quand même d'expliquer à une profession qu'on va lui retirer une innovation qu'elle a
mise sur le marché. Cumulée au retour à la base, cette interdiction vraiment risquerait de gêner beaucoup la profession. Alors le retour à la base, on vient de trouver une solution, et je pense qu'on peut essayer d'en trouver une maintenant sur la géolocalisation. Alors il y a plusieurs solutions, hein. On peut la supprimer cet alinéa. On peut aussi réfléchir à des solutions qui sont un petit peu plus des solutions de compromis. Mais il nous semble en toute hypothèse que cette mesure est un mauvais signal, alors que d'ailleurs le gouvernement affirme vouloir développer l'innovation et le numérique dans notre pays. Afficher le signal qu'on enlève cette possibilité-là à une profession qu'il a introduite, ça serait quand même particulièrement bizarre. Alors, ça c'est l'amendement numéro 2, supprimer cet alinéa. Les amendements suivants maintenant sont des solutions de repli. On voit que dans le débat parlementaire, les solutions de repli sont toujours des solutions qu'il faut considérer parce qu'elles permettent parfois de trouver des solutions. L'amendement 5 vise à maintenir l'impossibilité pour un client de contacter directement et électroniquement un véhicule, mais de permettre de le faire en passant par un intermédiaire qui a développé et investi dans une technologie pour attirer les clients. L'objet est donc bien de rétablir une valorisation du rôle d'intermédiation commerciale des entreprises, garante de l'absence de relation directe entre le chauffeur et le client, constitutif de la maraude apanage des taxis. Donc c'est de garder la géolocalisation, mais d'enlever la maraude électronique. C'est ça l'objet de cet amendement numéro 5. Le 3, la rédaction actuelle de l'alinéa 22 nous semble trop floue, notamment pour la question du moyen d'information du client utilisé. Le texte actuel interdit par exemple de donner des informations de localisation et de disponibilité par téléphone. C'est en cela que je dis tout à l'heure que cette rédaction nous semblait particulièrement floue et donc nous souhaitons préciser les choses parce que ça n'est pas l'esprit de la mesure et cela pénalise certaines entreprises de VTC qui organisent des réservations par téléphone. Il faut donc que ce soit effectivement prévu. Il s'agit donc de lever l'insécurité juridique liée à cette rédaction en limitant l'interdiction aux moyens numérique. Mais on peut quand même utiliser le téléphone, c'est la moindre des choses. Enfin, j'en termine avec l'amendement numéro 4 qui participe à une meilleure rédaction de cet alinéa en supprimant la notion de disponibilité immédiate ou prochaine qui n'a pas de sens précis, et qui crée une incertitude sur le véritable délai définissant la proximité de la disponibilité. La seule information totalement fiable qui peut être fournie au consommateur est la disponibilité immédiate ou non. Le reste ne nous paraît pas valable. Merci, Monsieur Capo-Canella. Le 21, Monsieur Revet. Oui, merci Madame la Présidente, Madame la Ministre. Chers collègues, en fait, cet amendement est identique à celui que vient de défendre Monsieur Capo-Canellas. Il propose plutôt de préciser que l'intention du législateur est d'interdire la possibilité pour un véhicule dont le propriétaire ou l'exploitant n'est pas titulaire de l'autorisation de stationnement mentionnée à l'article L. 3121-1 du Code des transports d'être aidé par un client sous une forme quelconque, donc en particulier par voie électronique en cliquant sur une icône de véhicule apparaissant sur une carte sur l'appareil à partir duquel il effectue une commande, et non pas d'interdire à une plateforme de réservation de fournir à son client une simple information, mais une information essentielle pour organiser ses déplacements, à savoir la disponibilité ou non des véhicules proches de son lieu de départ, étant entendu que c'est ensuite la plateforme elle-même et non le client qui sélectionne le véhicule qu'elle lui propose. Merci, Monsieur Revet. L'avis de la Commission sur cette série d'amendements en discussion commune, Monsieur le rapporteur. Bien, merci Madame la Présidente. Je vais m'expliquer sur l'amendement numéro 2, rectifié de Monsieur Capo-Canellas. Cet amendement supprime l'interdiction de maraude électronique prévue par l'article 8. Il s'agit là d'un des principaux apports du texte et l'un des points durs dans l'équilibre fragile trouvé à l'Assemblée nationale, le rapporteur de l'Assemblée devant tous les députés. La maraude électronique est définie comme le fait d'informer un client avant réservation et quel que soit le moyen utilisé à la fois de la localisation et de la disponibilité d'un véhicule quand il se trouve sur la voie publique et ne dispose pas d'une licence de taxi. Il n'est donc pas juste de dire que le texte interdit la géolocalisation. Ce qui est interdit est le fait de faire figurer
l'emplacement des voitures et de les indiquer comme disponibles. Il suffit de prendre un amendement. Moi, j'ai mis mon doigt dessus, effectivement. Là, on est vraiment sur la maraude électronique et ce n'est pas possible. Je vous l'ai expliqué, mon cher collègue, nous en avons parlé. Hein. Ce qui est interdit est le fait de faire, je reviens, et de faire figurer l'emplacement des voitures et de les indiquer comme disponibles en donnant la possibilité au client de héler électroniquement la voiture de son choix. Là, franchement, on met en cause l'un des équilibres majeurs de ce texte. De nombreuses applications au smartphone jouent aujourd'hui sur l'ambiguïté de la réglementation sur ce point. Le dispositif proposé ici me semble équilibré. Il maintient la possibilité pour les VTC, sous certaines conditions, d'utiliser les applications qui ont fait leur succès. Et il y en a qui ont été cités ce soir par d'autres sur certains bancs, qui pratiquent fort bien ce travail-là, et bravo. Mais il y a des règles à ne pas dépasser. Il garantit que le monopole des taxis sur la maraude soit respecté. La Commission a donné un avis défavorable, Madame la Présidente, à cet amendement numéro 2 rectifié. Celui que M. Capot-Canellas dit comme un amendement de repli, je dirais oui, mais il est aussi grave, aussi compliqué. Donc, cet amendement réécrit l'alinéa sur l'interdiction de la maraude en supprimant ces éléments les plus importants. L'interdiction ne porterait plus désormais que sur le fait pour le client de contacter directement une voiture sans passer par un intermédiaire. Non seulement ce n'est pas la définition de la maraude électronique, mais il en atténue grandement la portée sur l'alinéa. Bon, le texte est largement vidé de sa substance, avis défavorable. Concernant le 3 rectifié, cet amendement de M. Capot-Canellas, toujours, cet amendement remplace les mots « quel que soit le moyen utilisé par les mots par voie électronique ». La maraude illicite peut prendre de nombreuses formes. C'est donc trop restrictif. La Commission a donné un avis défavorable. Concernant les deux autres amendements, qui sont identiques, de M. Capot-Canellas et M. Charles Revet, M. Charon, je rappelle tout simplement que l'alinéa 22 prévoit l'interdiction de la maraude illicite qui s'appuie sur l'indication au client à la fois de la localisation et de la disponibilité immédiate et prochaine d'un véhicule. Cet amendement, ainsi que l'amendement 21 qui est identique, supprime la précision immédiate ou prochaine au motif que la disponibilité prochaine n'est pas suffisamment bornée juridiquement. L'idée de disponibilité prochaine est effectivement floue. Et donc, nous vous proposons un avis favorable aux amendements 4 et 21. Merci, Monsieur le rapporteur. L'avis du gouvernement, Madame la ministre, sur cette série d'amendements. Alors, l'avis du gouvernement sur l'ensemble de ces amendements sera défavorable, car l'occupation du domaine public par les taxis est un monopole qui est fondateur de l'organisation de ces missions. Et donc, nous souhaitons qu'il y ait un respect de ce principe. Et donc, nous donnons un avis défavorable à l'ensemble des amendements. Je vous remercie, Madame la ministre. Je vais donc mettre aux voix l'amendement. Oui, Monsieur Capot-Canellas ? Oui, quelques mots, Madame la Présidente, d'autant plus que j'ai été amené à présenter l'ensemble des amendements dans un même paquet, et ce n'est pas toujours simple pour la compréhension générale. D'abord, je remercie le rapporteur de l'amendement, de l'avis favorable qu'il a bien voulu émettre sur le 4 rectifié. C'est un point positif. Alors, on progresse. Et j'ai toujours envie d'inviter le rapporteur à progresser encore plus et à nous faire progresser en tout cas dans la rédaction de cette disposition qui est quand même un sujet majeur. Bon. Alors, je comprends volontiers que l'amendement numéro 2 de suppression vous paraisse trop radical, dont acte. Okay. Je regrette, je suis prêt à retirer le 2. Oui, je retire le 2. Je regrette que l'amendement de repli numéro 5 ne recueille pas plus l'attention du rapporteur et du gouvernement, parce que c'est une façon d'éviter
clairement la maraude électronique et malgré tout de ne pas déstabiliser totalement le secteur. Et en toute hypothèse, je voudrais rappeler que la rédaction actuelle ne convient pas et qu'avoir une disposition où il est écrit que c'est interdit quel que soit le moyen utilisé, ça nous paraît choquant, parce que ça veut dire que dans ce cas-là, si on n'adopte pas le 3 rectifié, on est sur un texte qui interdit de donner des informations de localisation et de disponibilité des VTC par téléphone. On ne peut même pas appeler la centrale pour savoir s'il y a un VTC pas loin. Je m'étonne qu'on puisse sereinement discuter d'un texte sans s'interroger à ce moment-là de la rédaction. Donc voilà, tout moyen est interdit. Nous, on propose simplement de dire que c'est par voie électronique, c'est la maraude électronique qui est interdite, mais d'enlever l'expression qui est particulièrement vague, qui est tout moyen. Merci, Monsieur Capo-Canella. Monsieur Pozzo di Borgo. Oui, j'avais un petit différend avec mon collègue Vincent Capo-Canellas, donc je n'ai pas signé son amendement de rectifier qui supprimait l'alinéa 22, parce que je considère que c'est important, et c'est vrai, j'ai bien compris, et c'est quand même un élément important de la loi, que ce qu'on interdit, c'est en fait au client d'avoir son iPhone et puis de pouvoir repérer les VTC qui sont autour. C'est ça, en fait. Alors c'est vrai que cette proposition, indirectement, je sais d'où elle vient. La technique, comme on en a parlé avec Vincent Capo-Canellas, la technique va faire que ça ne tiendra pas longtemps, mais dans un premier temps, au moins, c'est un moyen d'équilibrer. Je reconnais, c'est la raison pour laquelle moi, je n'ai pas signé l'amendement. Mais par contre, monsieur le rapporteur, je rejoins les arguments de Vincent Capo-Canellas. L'amendement de repli est un bon moyen de répondre un peu à l'interrogation de mon collègue. Et je regrette que le gouvernement, comme vous-même, ne le retirez pas, parce que c'est vrai que ça ne touche pas à l'essence même. Franchement, le 5 rectifié, en réfléchissant bien, ça ne touche pas à l'essence même de l'article d'interdiction de cette géolocalisation partielle. Et moi, je regrette parce que c'est vrai que, je dis sérieusement, notre groupe était assez ouvert sur les choses. Là, on a l'impression que sur cette affaire, et je ne sais pas s'il y a incompréhension entre M. Capo-Canellas et vous-même, mais je regrette parce que cet article-là, cet amendement rectifié ayant été accepté, ça aurait permis un vote positif du groupe. Bon, moi-même, je donnerai l'explication de vote. Je voterai ce texte-là parce que pour les taxis, c'est important. Je ne suis pas sûr que mon groupe suivra parce qu'il vous a proposé un amendement de repli et vous ne le prenez pas. Et je trouve que je rejoins les arguments de Capo-Canellas. Cet amendement ne touche pas à l'essence même de l'interdiction de géolocalisation. Voilà, merci. Merci, chers collègues. Je vais donc mettre aux voix. Oui, monsieur le rapporteur. Je voudrais rappeler que nous avons été ouverts dans ce débat. On a fait ce qu'il fallait pour que le Sénat marque ce texte de loi. Mais en matière de maraude électronique, je pense que je vous le dis très amicalement, on pourra continuer le débat parce que évidemment, tout ça, ça va se mettre en marche, ça va fonctionner. Bon. Mais je pense qu'il ne faut pas toucher actuellement à cette partie du texte. C'est trop fragile, trop compliqué. Et en même temps, les termes de l'amendement que vous avez déposé ne sont pas conformes à l'idée qu'on se fait de la maraude priorité pour les taxis. Donc franchement, ce n'est pas une mauvaise volonté de notre part, c'est une vision plutôt positive du texte qu'on vous propose. Merci, monsieur le rapporteur. Je vais donc mettre aux voix le 5 rectifié qui a reçu 2 avis défavorables. Qui est pour? Merci. Contre? Merci, mes chers collègues. Abstention? Il n'est pas adopté. Le 3 rectifié, même vote, mes chers collègues? Même vote, je vous remercie, il n'est pas adopté. Le 4 rectifié a reçu un avis favorable de la commission et un avis défavorable. Le 4 rectifié et le 21 aussi. Oui, je vous en prie. Un avis favorable de la commission, un avis défavorable du gouvernement. Qui est pour? Merci. Qui est contre? Abstention. Ils sont adoptés. Nous arrivons à l'article 8. Ah oui. Là maintenant, avant. Vient d'être déposé. Un amendement, Madame la Ministre, je vous invite à présenter l'amendement 23 qui vient d'être déposé par le gouvernement.
Pardon, Madame la Présidente, c'est vrai que j'avais oublié cet amendement qui est purement rédactionnel. Voilà, donc c'est vraiment juste dans un souci de clarification. Ministre, l'avis de la Commission. Un amendement rédactionnel, je donne un avis favorable. Merci. Je le mets aux voix. Qui est pour? Merci, mes chers collègues. Qui est contre? Abstention. Il est adopté, Madame la Ministre. Nous arrivons à l'article 8. Vote sur l'article 8. Qui est pour voter l'article 8? Merci. Qui est contre? Abstention. L'article est adopté. Même vote pour l'article 9. Même vote, mes chers collègues. Il est adopté. Même vote pour l'article 10. Même vote. Je veux vous entendre. Même vote. Merci. Il est adopté. Même vote pour l'article 12. Même vote. Ah, attendez, j'ai oublié le 11, oui. Ah oui, oui, pardon, il y a eu toute une série dans les 11. L'article 11, vous êtes pour, il est adopté. Même vote. Même vote. L'article 11 bis. Même vote, je veux vous entendre. Même vote. L'article 11 ter. Pareil. L'article 12. Pareil. Merci. L'article 12 bis. Même vote. L'article 13, la suppression est maintenue. Je vais donc mettre aux voix l'ensemble de la proposition de loi et je suppose qu'il y a des explications de vote. Monsieur Revet, vous avez la parole. Oui. Oh non, ça va être très rapide et très simple. Madame le ministre, Madame la Présidente, j'ai semble-t-il été un peu long, mais j'ai donné mes conclusions. Et donc, dans la conclusion, j'indiquais que notre intention première était plutôt d'aller dans un vote négatif, mais comme l'a souligné le rapporteur, il y a eu un travail très intéressant qui a été fait au sein de la Commission et ce soir dans l'hémicycle. Et donc nous allons nous abstenir sur le vote parce qu'il y a quand même un certain nombre d'éléments sur lesquels nous aurions souhaité être pris en compte, mais nous allons nous abstenir. Merci, chers collègues. Monsieur Teston, vous avez la parole. Merci, Madame la Présidente. Lors de la discussion générale, j'ai expliqué les raisons pour lesquelles le groupe socialiste considère que le texte voté à l'Assemblée nationale est équilibré. Lors des débats que nous venons d'avoir, les amendements qui ont été adoptés ne changent pas l'équilibre du texte. Le groupe socialiste le votera. Je vous remercie, chers collègues. Monsieur Capo-Canella. Oui, Madame la Présidente, à l'heure qui est celle de ce soir-là, et vu les appétits qui se manifestent, je vais être particulièrement bref. D'abord, on avait signalé lors de la discussion générale qu'il y avait 2 points majeurs sur lesquels il fallait que le texte évolue. Il y a une évolution notable, dont je remercie le rapporteur, le gouvernement pour sa sagesse et l'ensemble des collègues pour leur vote sur le premier point qui était le premier retour à la base. Bon, c'est un élément du débat et je veux saluer le fait que, comme toujours, le Sénat soit dans une logique de construction, d'amélioration des textes. Pour autant, sur le deuxième point qui est celui de la géolocalisation, malheureusement, on n'a pas pu avancer. Bon, je le regrette. Alors, le rapporteur a dit que le débat pourrait prospérer plus tard. Au total, donc, mon groupe s'abstiendra sur ce texte-là. Yves Pozzo-di-Borgo donnera sa position personnelle tout à l'heure, mais le reste du groupe s'abstiendra. Je vous remercie, Monsieur Capo-Canella. Monsieur De Cessar. Lors de la discussion générale, j'avais annoncé que les sénatrices et sénateurs écologistes allaient voter le texte. Donc nous maintenons ce vote positif pour le texte. Il reste que, effectivement, c'est un équilibre par rapport à trouver pour pacifier une situation très difficile entre les taxis et les voitures de transport avec chauffeur. Donc ce texte d'équilibre est intéressant, lance des bonnes pistes. Il reste toutefois que la situation des locataires, même s'ils ne s'appellent plus locataires, mais locataires gérants, reste encore à étudier et voir comment elle va évoluer, si vraiment on met fin à une situation intolérable par notre texte ou s'il faudra de nouveau légiférer sur ce point-là pour éviter les abus. Et la cause même de la difficulté et de tous ces problèmes, c'est que certains et certaines chauffeurs de taxi doivent rembourser le prix de la licence achetée, 200 000, 300 000 euros, plus les intérêts des emprunts. Donc c'est des sommes énormes
et qu'eux, ils ne peuvent pas admettre une concurrence qui n'a payé qu'un droit d'entrée de 100 €. Donc, il conviendra, j'espère, que le texte d'équilibre que nous allons voter ce soir va résoudre cette situation, mais quand même, la disproportion, la concurrence déloyale est encore là. Donc, il conviendra de voir si notre loi va résoudre ce problème ou s'il conviendra de légiférer de nouveau, à ce moment-là, en abordant vraiment le problème des licences, qui est, à mon avis, le point, la cause de cette concurrence déloyale. Je vous remercie, Monsieur de Cessard. Monsieur Pozzo di Borgo. Je ne suis pas membre de la commission qui a traité ce dossier, mais je voudrais d'abord remercier de la façon dont ils ont travaillé. J'ai pu travailler avec mon collègue Capo Canellas là-dessus. Mais comme je suis évidemment élu de Paris, les taxis, pour moi, c'est comme la Tour Eiffel. Les taxis de la Marne, désolé, ils sont là, ils font partie de la vie. Et donc, je suis un défenseur vif et combatif des taxis. C'est la raison pour laquelle c'est vrai qu'on a eu de longues discussions au sein du groupe là-dessus. C'est vrai que le groupe souhaitait, mon groupe centriste souhaitait qu'il y ait deux amendements, un sur l'article 33, enfin l'article 7, alinéa 33, qui est accepté. Je remercie monsieur le rapporteur. Et puis c'est vrai aussi sur la géolocalisation. Moi-même, sur la géolocalisation, je lui ai dit, j'étais beaucoup moins combatif, parce que je considère que c'est un système qu'il faut être appliqué un peu durement au départ, mais qui ne va pas tenir compte tenu d'évolutions techniques. On le sait très bien. J'ai vu avec la police de police, c'est vrai qu'ils espèrent que ça va fonctionner, mais on sait très bien que c'est quelque chose de très fragile. Bon, mon groupe avait pris une position, donc ils s'abstiennent, et je leur ai dit que moi-même j'aurais ma proposition. Je voterai donc ce texte, parce que ce texte, essentiellement, protège l'équilibre qu'il y a toujours eu d'ailleurs à Paris, important, entre les taxis et les voitures de remise, qui étaient les anciennes VTC. Et il n'interdit pas non plus le développement des VTC, avec, j'espère, parce que ça c'est mon principe, et je considère que c'est un des éléments fondamentaux de l'avenir, c'est que le rapport entre les taxis et les VTC, d'après moi, doit toujours rester de 1 à 5. Quand vous déplacerez ce rapport de 1 à 5, eh bien, vous aurez déstabilisation du système. Je le dis ça parce qu'on sait très bien, j'ai essayé de bien regarder ça. Je suis élu à Paris depuis 1983, j'ai bien regardé ce problème. L'équilibre entre voitures de remise et voitures de taxi, c'est 1 à 5. Si ce rapport dépasse, ça sera un véritable problème. Je le dis et je voterai ce texte. Voilà, merci. Je vous remercie, cher collègue. Madame Cohen. Oui, je l'avais dit lors de l'intervention générale, nous étions attentifs au niveau du groupe communiste républicain et citoyen à l'évolution du débat. Je veux quand même signaler que le débat parlementaire, et notamment au Sénat, est toujours un apport très riche. Et j'appelle, mais enrichi évidemment, du débat parlementaire qui a eu lieu. Je vous remercie, Madame Cohen. Dernière intervenante, Madame Escoffier. Merci Madame la Présidente. J'ouvrais tout à l'heure mon intervention en parlant de funambulisme. Je voudrais y ajouter le mot magie ou magicien. C'est notre rapporteur dont je voudrais saluer encore une fois comment, à travers le débat que nous avons eu dans la commission de développement et ici en séance, nous avons pu parfaire un texte dont vraiment nous avions au départ dit que nous ne le voterions pas. Notre groupe, dans sa diversité habituelle, le votera pour certains d'entre nous. Je serai celle qui votera le texte tel que nous venons de l'adopter, et d'autres de mes collègues resteront sur une abstention parce que, comme cela a été dit très bien quand même par beaucoup d'entre nous, il reste des points qui vont être d'une véritable sensibilité et qui nécessiteront certainement plus tard qu'ils soient revus et modifiés et corrigés et enrichis. Mais je voudrais vraiment saluer le travail qui a été fait, très constructif, de nous tous aujourd'hui. Merci. Je vous remercie, Madame Escoffier. Je vais donc mettre aux voix l'ensemble de la proposition de loi relative aux taxis et aux voitures de transport avec chauffeur. Qui est pour voter le texte? Merci. Qui est contre? Abstention? Merci, mes chers collègues. La proposition de loi relative aux taxis et aux voitures de transport avec chauffeur est adoptée. Madame la ministre.
Voilà pour cette proposition de loi relative aux taxis et aux VTC, les véhicules de transport avec chauffeur. Vous avez pu voir l'examen de ce texte en première lecture au Sénat. Le Sénat qui était revenu sur l'une des mesures les plus contraignantes pour les VTC votées en première lecture par l'Assemblée nationale. L'Assemblée nationale qui avait estimé que tous les VTC devaient revenir à leur base de départ entre deux courses. Le Sénat qui a estimé qu'il devait être possible pour ces véhicules d'enchaîner 2 courses s'ils avaient une réservation. Je vous rappelle que depuis, ce texte a été adopté sans modification par l'Assemblée nationale la semaine dernière. Vous pouvez toujours voir et revoir toutes les séances sur notre site sur publicsénat.fr. Très bonne fin de journée sur les chaînes parlementaires.